Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est organisé par le pôle Aerospace Valley en partenariat cette fois-ci avec l'ADEME, le pôle éco-conception, la CCI des Landes et Soltena. Donc je suis ravi d'être parmi vous pour animer cette table ronde aujourd'hui qui sera dédiée à l'éco-conception. Et alors avant de commencer tout de suite la table ronde, des modalités techniques. Comme toujours, vous savez, vous avez un onglet questions sur lequel vous pourrez noter vos questions. Il est prévu à peu près 35 à 40 minutes d'interview des intervenants. Et puis après, on aura une bonne vingtaine de minutes à la fin du webinaire pour pouvoir prendre vos questions et échanger avec les différents intervenants. Vous pouvez aussi utiliser ces questions si jamais vous avez des problèmes de son ou de connexion. N'hésitez pas à poser une question technique à ce moment-là. Et puis ma collègue Jennifer Deo de la communication, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation, pourra intervenir pour vous aider. Donc ces modalités pratiques étant passées, je vous rappelle l'objectif. Aujourd'hui, pendant une heure, on va pouvoir parler d'éco-conception avec un double objectif. Le premier, c'est de vous présenter quelles sont ces démarches, mieux comprendre ce qu'est l'éco-conception et en quoi ça peut vous être utile dans vos filières aéronautiques et spatiales. Et le deuxième point, ce sera de mieux connaître aussi les dispositifs qui sont à votre disposition pour vous permettre de mener ces démarches, alors à la fois les accompagnements techniques, puis aussi les dispositifs financiers qui sont nouveaux et qui ont pris une nouvelle ampleur grâce au plan de relance. Donc ça, on le verra aussi en fin d'intervention. Donc, avant de commencer, je vous propose de laisser la parole à nos quatre invités pour qu'ils puissent se présenter. Donc, en commençant par l'ADEME, si vous voulez bien, Véronique, et puis Laurent. Bonjour, donc je suis Véronique Tatry de l'ADEME Occitanie et je suis en charge de l'éco-conception et également de l'animation cible entreprise et dans le cadre de la table ronde, je parlerai au nom de l'ADEME en général, donc de nos deux directions régionales, mais je laisse Laurent se présenter. Donc Laurent, j'arrive pour l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Je suis le coordinateur du pôle économie circulaire et en charge comme Véronique de on va dire l'animation de la stratégie entreprise sur ma région. Merci. Christophe, si tu veux bien. Bonjour, Christophe Robin, je fais partie de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Je suis responsable du service industrie, énergie, innovation et éco-conception. Et mon rôle est d'accompagner la transition écologique auprès des entreprises et en particulier les démarches d'éco-conception pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on fait en partenariat avec tout un écosystème. Certains sont autour de la table, le pôle éco-conception, l'ADEME, le conseil régional et Soltena notamment. Alors Damien. Eh ben Damien Delletra, donc moi je suis chargé de mission sur l'éco-conception au sein de Soltena. On est une association sur la région Nouvelle-Aquitaine et on représente les acteurs qui travaillent sur ce qu'on appelle la transition écologique et l'économie circulaire. On regroupe à peu près 250 membres, que ce soit des entreprises, des collectivités, des centres de recherche autour de l'économie circulaire. Et donc moi je suis basé à Poitiers et on travaille évidemment avec l'ensemble des personnes qui sont autour de la table, donc la région, l'ADEME, la CCI, l'ADI et puis le pôle éco-conception également. Super. Et Marie? Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Cussol, je suis ingénieure conseil éco-conception au pôle éco-conception. Le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels qui est basée à Saint-Étienne, qui a un rayonnement du coup national. On travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit des entreprises, des écoles, des institutionnels, dont du coup toutes les personnes autour de la table, encore une fois. Et moi, je suis plus particulièrement en charge d'un programme régional en Occitanie, dont on parlera un peu plus tard. Et donc, pour cette mission-là, je suis basée à Toulouse, précisément. Ça marche, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire deux mots de contexte. Puisqu'il y a plusieurs éléments qui nous ont fait penser qu'il y avait vraiment un contexte favorable à l'éco-conception pour les filières aéronautiques et spatiales. Deux éléments principaux que je voulais rappeler donc en introduction. Alors le premier, c'est qu'il y a vraiment un effort très important qui est fait dans le cadre du plan de relance pour soutenir l'éco-conception. Donc ça a été identifié comme un élément fort justement de l'évolution
de notre industrie vers la transition écologique et un outil important. Donc, il y a eu des moyens qui ont été débloqués pour l'éco-conception. Ils ont des moyens inédits, hein, c'est vraiment nouveau pour cette année. Et donc, on en parlera tout à l'heure en fin d'intervention, notamment avec l'ADEME. Donc, on considère que ces nouveaux moyens sont vraiment une bonne opportunité pour les filières de s'emparer du sujet et de réussir à commencer à amplifier leur démarche d'éco-conception. Et d'un autre côté, si on regarde à la fois la filière aéro et la filière espace, il y a vraiment de forts drivers qui font que les filières sont en train d'évoluer. Premier point sur l'aéro, l'industrie a pris vraiment le virage de la décarbonation. Donc, on peut imaginer que lorsqu'il y aura des avions qui seront moins carbonés, voire décarbonés, ça va devenir vraiment d'autant plus important de maîtriser aussi l'impact de la construction de l'avion. Il n'y a pas que son usage, mais aussi la construction de l'avion. Et à partir de ce moment-là, ça va se répercuter sur toute la chaîne de valeur, puisqu'il faudra mieux connaître, mesurer et mieux optimiser l'impact environnemental de chacun des composants de cet avion-là. Donc, on se rend compte qu'à ce moment-là, il va y avoir un changement dans la chaîne de valeur pour que chacun puisse prendre sa part à cette optimisation environnementale qui va à la fin être globale sur l'aéronef en entier. D'un autre côté, pour l'espace, la situation est un peu différente, mais c'est vrai que pour l'espace, de plus en plus, les données spatiales sont utilisées pour rendre des services climatiques, c'est-à-dire pour mieux mesurer, mieux comprendre le changement climatique, voire lutter contre ce changement ou réussir à s'adapter au changement climatique. Donc, à partir du moment où il y a un business qui va être fait justement sur ces données spatiales pour le climat, la vraie cohérence, la vraie logique, c'est aussi que ces services-là soient eux-mêmes éco-conçus pour qu'ils soient le moins impactants possible. Et là, ça renvoie à toute une question qu'on aura le temps d'aborder tout à l'heure, un peu plus tard, de l'éco-conception, donc de tout ce qui est physique, tout ce qui peut être industriel, mais aussi l'éco-conception du numérique, c'est un sujet très important. Donc, on s'est dit au pôle Aerospace Valley qu'il y avait une vraie opportunité pour travailler sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on a rassemblé ces spécialistes de l'éco-conception aujourd'hui pour voir ça avec vous. Et ce webinaire, c'est vraiment, on le considère comme une première étape pour commencer à travailler avec vous sur le sujet, sachant qu'on aimerait bien dans la durée construire quelque chose d'un peu plus pérenne et d'aller un peu plus loin pour réussir, si possible, à mener une action de filière qui pourrait nous permettre de massifier les démarches d'éco-conception et de ne pas les faire individuellement, mais plutôt d'avoir un effet de groupe. Donc, c'est pour ça qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire un questionnaire qui sera très simple, mais pour vous demander déjà quelles sont vos envies, vos besoins concernant l'éco-conception et ainsi commencer à travailler avec vous pour construire quelque chose avec nos partenaires. Donc, je vous propose de commencer tout de suite la table ronde en commençant avec Marie en commençant par le début, c'est-à-dire que vous puissiez nous préciser qu'est-ce que l'éco-conception et quels en sont les grands principes. Tout à fait. Merci pour la parole. Alors, pour commencer, l'éco-conception, donc c'est une méthodologie vraiment qui a pour objectif de prendre en compte les enjeux environnementaux dès la conception du produit et ce sur tout le cycle de vie dans le but bien sûr de réduire ces impacts environnementaux. Alors j'ai commencé par vous dire un mot qui va un peu revenir assez souvent, c'est cycle de vie. C'est vraiment l'objectif quand on fait de l'éco-conception, c'est d'avoir cette perspective cycle de vie qui ressorte. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que c'est, voici un visuel du cycle de vie d'un produit. Alors là, pour l'instant, je vous parle de cycle de vie produit et d'éco-conception de produits de manière générale. Comme l'a dit Eric en introduction, en effet, on peut aussi parler d'éco-conception de services numériques, etc. Mais pour garder les choses assez simplement, je vais plutôt parler de produits pour l'instant. Alors, cette prise en compte des enjeux environnementaux, du coup, oblige l'entreprise à avoir une prise de recul sur l'ensemble de ce cycle de vie de ces produits. C'est une des grandes approches de l'éco-conception. Ce qui est important à retenir quand on parle d'éco-conception, donc c'est 3 grandes approches. La première, c'est celle-ci, approche multi-étapes. On va étudier tout le cycle de vie du produit que vous voyez à l'écran, toutes ces différentes étapes. On va étudier l'impact environnemental lié à l'extraction des matières premières et à l'énergie, liée à la fabrication, à l'ensemble des processus de fabrication que l'on va utiliser pour obtenir un produit fini.
On va aussi prendre en compte les étapes de transport, de logistique, donc transport mais aussi emballage qui courent tout au long de la vie du produit. On va évidemment prendre en compte les phases d'usage, d'émission, de consommation du produit lors de son usage, et on va aussi prendre en compte tous les impacts liés à la phase de fin de vie, de tri du produit une fois son utilisation terminée. Donc ça, c'est vraiment l'approche multi-étapes. C'est important d'avoir cette approche-là quand on fait de l'éco-conception. Et surtout, vous voyez qu'on va considérer des étapes qui ne sont pas seulement la maîtrise qui sont pas seulement du fait de la maîtrise de l'entreprise en interne. Il y a aussi d'autres étapes que l'entreprise ne va pas maîtriser qui vont devoir être prises en compte. Ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est une approche multicritère. On va prendre en compte tous les critères d'impact qui vont être pertinents pour le produit, pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, pas seulement la consommation de ressources, etc. On va essayer d'avoir une vision plus globale de l'impact du produit sur l'environnement en ne se limitant pas à un seul critère. Et la troisième approche importante, c'est que quand on fait un produit éco-conçu, derrière, forcément, il faut qu'il trouve sa place sur le marché. Il n'a d'existence, ce produit, que s'il permet à l'entreprise d'être pérenne, déjà, de se pérenniser, et que s'il est ensuite accepté par les consommateurs, par les utilisateurs, et qu'il peut se vendre. Tout ça, c'est possible avec une approche, en prenant en compte une approche qu'on appelle de compromis. Finalement, on va faire des compromis entre, d'une part, les enjeux environnementaux qu'on prend en compte, et d'autre part, tous les enjeux qui sont inhérents à la conception d'un produit, à sa production, à sa commercialisation. Donc, le produit éco-conçu va résulter de certains choix, de certains arbitrages entre, d'une part, les performances environnementales qu'il va atteindre, les réductions d'impact qu'on va pouvoir faire, et d'autre part, tout ce qui fait le succès d'un produit de manière générale, les délais, les coûts, les attentes du client, le cahier des charges, etc. Voilà un peu pour une définition rapide de l'éco-conception pour commencer. Très bien, merci, c'était très clair. Et Marie, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est l'avantage d'utiliser cette notion de cycle de vie en fait, et d'approche multi-impact? Alors cette approche-là, elle va permettre d'avoir une vision plus globale en fait. Analyser globalement tous les impacts sur le cycle de vie et avec tous les critères pertinents du produit va nous permettre d'avoir une vision globale, d'avoir une prise de recul sur notre produit. Et derrière, on va avoir deux grands avantages. Le premier, c'est que quand on prend du recul, on voit les problématiques quotidiennes sous un autre angle. On crée de nouvelles connexions entre ce qu'on fait au jour le jour, ce qu'on pourrait faire, etc. Et derrière, ça va mener à l'innovation d'un produit, enfin l'innovation sur le produit ou à de l'innovation organisationnelle dans l'activité globale de l'entreprise. Donc déjà, c'est un levier fort d'innovation. Et le deuxième avantage, c'est que cette vision globale va permettre d'éviter ce qu'on appelle le transfert d'impact en éco-conception. Le transfert d'impact, c'est un phénomène qui apparaît quand on va considérer les problématiques environnementales en silos, séparément. On va par exemple trouver une solution pour réduire un impact en particulier et ne pas voir que cette solution qu'on a trouvée va créer des impacts supplémentaires sur d'autres critères ou sur d'autres étapes qu'on n'aurait pas anticipées. Le but, c'est de pouvoir anticiper ça. Pour vous donner un exemple très rapide, c'est un des exemples qu'on peut trouver notamment dans la voiture électrique. La motorisation électrique sur les voitures permet évidemment de réduire les émissions de CO2 à l'usage. Donc, on va travailler sur cette phase d'usage ici notamment. On réduit énormément les impacts à ce niveau-là. Par contre, le fait d'avoir cette motorisation nouvelle implique de nouvelles terres rares à extraire, implique de nouveaux procédés de fabrication pour les batteries et le moteur électrique qui diffèrent de ceux qu'on utilisait avant. Donc, on a bien réduit les impacts recherchés sur la phase d'usage, mais on a transféré cet impact sur notamment les matières premières et la fabrication. Alors, le tout, ce n'est pas de supprimer ce transfert d'impact, c'est quasi impossible de supprimer l'ensemble des transferts d'impact, mais de les anticiper, de les maîtriser et de vérifier que sur l'ensemble du cycle de vie, on ait quand même quelque chose qui soit positif à la fin. D'accord, super, merci. Et pour se lancer concrètement, du coup, quelles sont les grandes étapes d'une démarche d'éco-conception, et est-ce qu'il y a une normalisation qui est liée aussi à ces démarches-là? Alors, il existe des normes pour l'éco-conception de manière générale. Il n'existe pas de normes certifiantes sur la démarche d'éco-conception. On est plutôt sur des normes qui vont permettre de guider la démarche, la mise en place, qui vont permettre de guider la communication environnementale, l'analyse de cycle de vie notamment.
La seule norme certifiante qui va pouvoir être intéressante, c'est celle qui concerne le système de management environnemental, qui est la norme ISO 14001, que je pense beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent. Oui. Pour parler de la démarche d'éco-conception rapidement, alors je vais vous présenter un autre visuel pour que vous l'ayez en tête au moment où j'en parle. Les grandes étapes d'une démarche d'éco-conception, il y en a 6, rapidement, en 1 minute. La première, ça va être de cadrer la démarche, c'est la plus importante. On va définir l'objectif de l'entreprise, ses opportunités, ses capacités, afin de dimensionner l'équipe et le projet en conséquence. On va également choisir le produit. Pour une entreprise qui fait plusieurs produits, c'est une étape assez stratégique. Une fois que cette étape est terminée, qu'on sait où on veut aller, on a défini notre point de départ, on a défini notre objectif, on va définir notre point de départ d'un point de vue impact environnemental. On va faire une évaluation environnementale de la situation de référence sur le produit sur lequel on va se baser pour l'éco-concevoir. Pour ça, on va utiliser des outils qui vont dépendre du niveau de détail que l'on souhaite pour savoir, l'objectif de cette étape-là étant de savoir où sont mes impacts environnementaux, sur quelle étape, sur quels critères. Une fois qu'on a ces résultats-là, qu'on sait aussi d'où on part d'un point de vue impact environnemental, on va rechercher des pistes d'éco-conception. C'est l'étape plus intéressante en tant qu'ingénieur aussi, parce que ça va nécessiter un peu de créativité également. On va chercher toutes les pistes qui vont être réalisables, possibles, sur toutes les étapes du cycle de vie pour réduire les impacts environnementaux. Ça peut aller très loin, on va partir de la piste la plus simple, la plus pragmatique, aux pistes les plus originales et innovantes qu'on puisse trouver. Le tout, c'est d'avoir justement des idées. Une fois qu'on a trouvé un certain nombre de pistes d'éco-conception, on va revenir sur une étape de décision. On va décider quelles pistes on va retenir, quelles pistes seront réellement mises en place sur notre produit, vérifier notamment la faisabilité de ces pistes-là sur des critères propres à l'entreprise qu'elle va déterminer elle-même. Ça peut être des critères de coût, de faisabilité technique, d'attente client, etc. On va là faire le fameux compromis entre les pistes identifiées et la réalité de l'entreprise derrière. La piste suivante, c'est une fois que la solution est retenue, on va vérifier que sur le plan environnemental, on tient la route, qu'on a bien un gain environnemental, et enfin on va communiquer sur le projet qu'on a réalisé et sur ces gains environnementaux. Ouais, ces améliorations. Ouais. Alors c'est vrai que les industriels connaissent déjà bien tout ce qui peut être réglementation REACH. Est-ce que vous voyez un lien avec l'éco-conception? Bien sûr, il y a un lien qui va être intéressant avec l'éco-conception. Alors pour le décrire en 3 lignes, une des raisons pour faire de l'éco-conception, c'est l'anticipation de la réglementation environnementale. L'objectif est double, ça donne un avantage concurrentiel déjà, et ça réduit l'impact environnemental de vos produits, donc c'est quelque chose qui peut être communicable derrière. C'est évidemment le cas avec REACH concernant la partie substances dangereuses, c'est-à-dire qu'au-delà de l'obligation réglementaire qu'il y a de faire des déclarations REACH, le fait d'anticiper les interdictions de substances qui sont aujourd'hui sur la liste candidate va être une piste d'éco-conception pertinente finalement, parce qu'elle va permettre de réduire l'impact environnemental et justement d'anticiper sur l'interdiction future qui va arriver. Donc au moment où la substance visée sera réellement interdite, vous l'aurez déjà supprimé des lignes de production et de votre produit final, et donc vous pourrez déjà anticiper, passer à la suite, et vous aurez réellement un avantage par rapport à vos concurrents qui ne l'auraient pas fait. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est qu'un projet d'éco-conception ne peut pas se limiter à un travail seulement sur les substances candidates dans REACH, étant donné que ça va être un travail qui va être sur une seule étape du cycle de vie et du coup peu de critères environnementaux. Ça marche très bien, merci. On a bien compris. Donc désormais, on voit un peu mieux, j'espère, et j'en suis sûr, de ce qu'est l'éco-conception et de comment on peut l'aborder. Donc je vous propose de passer à la deuxième séquence qui va concerner plutôt vos 2 filières, aéronautique et spatiale, pour voir comment vous pouvez vous l'approprier et comment ça peut être utile à votre développement. Alors je me tourne vers Damien pour vous poser la première question de cette séquence, pour savoir finalement est-ce que vous avez des exemples réussis d'éco-conception dans le domaine aéronautique? Alors effectivement, et Marie a commencé à l'aborder, évidemment un petit peu les différentes possibilités d'action, de démarche réussie. Globalement, c'est ce qu'on essaye de dire à tout type toute activité et tout secteur, c'est déjà de travailler quand même modestement aussi
et de travailler déjà sur des petites actions qui permettent, en tout cas, d'engager une première initiative plutôt qu'avoir des désillusions sur des choses où on veut s'engager sur des choses très importantes et que finalement on se rend compte que c'est pas possible. Donc, évidemment, tout d'abord, les industriels ont travaillé le sujet et un des premiers axes de travail, ça va être de travailler à mettre en œuvre ou proposer des solutions d'allègement des pièces, des composants qui permettent, évidemment, au secteur aéronautique, c'est là où il y a un enjeu très important, la phase d'usage, donc de réduire les consommations de carburant. Marie l'a aussi évoqué, substituer des matières, par exemple, pour des problématiques alors de réglementation, mais aussi de toxicité, de santé aussi, on pense au chrome ou au solvant, constitue un des premiers niveaux de travail d'approvisionnement, d'action en termes d'éco-conception. Et puis, alors je pense que dans tous les, que ce soit en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, des démarches visant à travailler à l'amélioration des procédés de fabrication, c'est-à-dire réduire les pertes, réduire les déchets générés, de nouveaux procédés de transformation, ça constitue évidemment un premier niveau d'action en termes d'éco-conception. Pour aller un peu plus loin, je dirais il y a quand même des actions qui peuvent être aussi intéressantes. Outre la réglementation, c'est de bien aussi caractériser et connaître le besoin du client, c'est-à-dire quand on a un sous-traitant ou un partenaire, c'est de ne pas, je dirais, surdimensionner certaines pièces qui vont amener à alourdir, entre guillemets, les véhicules par la suite. Donc, c'est vraiment ce rôle de compromis aussi à prendre en compte. Je pense que ça va être le maître mot aussi de notre matinée à ce niveau-là. Et ça permet de trouver donc le juste besoin. Alors, je me retourne vers Christophe parce que c'est vrai que ces industries aéronautiques et spatiales ont la particularité d'être très intégrées sur toute une chaîne de valeur. Et est-ce que vous avez de votre côté perçu des signaux forts de la part de cette chaîne de valeur et notamment des grands donneurs d'ordre? Oui, alors quand on regarde certains grands donneurs d'ordre, je vais vous donner 3 exemples, on voit que c'est un sujet qui est très prégnant et qui est très présent dans les filières, que ces donneurs d'ordre travaillent activement sur le sujet et qu'on va attendre un effet de ruissellement sur toute la chaîne de valeur. Donc je vais vous illustrer ça par 3 exemples. Le premier, c'est celui d'Airbus. Alors, on a parlé d'ISO 14001 tout à l'heure. C'est une entreprise qui est bien sûr, les sites sont ISO 14001, mais qui vient de publier là en février 2021 le bilan carbone de ses activités. Et sur un scope, ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire un périmètre élargi qui prend en compte l'usage des produits notamment. Donc, il y a quelques chiffres clés qui commencent à circuler, que vous pourrez trouver sur Internet. Hein. Mais par exemple, Airbus indique la totalité des avions produits par Airbus en 2020 émettront autant de CO2 sur leurs 2 décennies d'exploitation que la France sur une année. Donc, on rejoint bien les enjeux qu'on évoquait en introduction, neutralité carbone en 2050, stratégie bas carbone nationale. Airbus est inscrit là-dedans, comptabilise ses émissions. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on compte, on cherche à réduire. Donc, ça va impacter la chaîne de valeur. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui de Dassault, aussi entreprise ISO 14001. Là, on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus techniques. Dassault travaille sur des outils de conception et notamment cherche à systématiser, à construire un outil d'analyse de cycle de vie qui permettra d'intégrer la donnée environnementale dans la conception de toutes les pièces, de tous les produits qui passeront chez eux, en direct ou en sous-traitance. Donc, des choses qui sont importantes. Et il faut savoir qu'ils sont notamment en pilotage de la plateforme EcoDesign d'un programme qui s'appelle Clean Sky et qui vise à réduire l'impact environnemental de la filière. Et le troisième exemple que je voulais prendre, c'est celui du spatial, du CNES. Oui. Ça a été aussi cité en introduction. Hein, le spatial rend des services climatiques, de surveillance, etc. Mais ils ont aussi leur propre politique environnementale. Il y a plusieurs points dedans, je ne vais pas tous les citer, mais un des éléments de la politique, c'est intégrer la dimension environnementale dans la conception et l'exploitation des systèmes spatiaux. Donc, ils ont une vraie volonté de bien intégrer l'environnement dans tout ça. Et quelques exemples, hein, quand ils sont passés de Ariane 5 à Ariane 6 sur les lanceurs, il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite pour déterminer les enjeux du lanceur et savoir sur quoi il fallait améliorer entre la version 5 et la version 6. Il y a des choses qui sont faites aussi au niveau des satellites, voilà, avec des informations importantes. Oui.
Super, merci. Donc on voit bien qu'il y a un virage qui est pris par ces deux filières. Et comment vous envisagez le positionnement d'une entreprise en fonction de l'endroit où elle est dans la chaîne de valeur en fait. Est-ce qu'il y a un impact selon son positionnement et comment elle peut aborder l'éco-conception selon ça? Alors, on voit que ces grands donneurs d'ordre, ils ne peuvent pas faire de l'éco-conception tout seuls. Ils vont avoir besoin Oui. de leur chaîne de valeur, de leurs fournisseurs directs ou indirects pour avoir une maîtrise, ce qui était évoqué sur l'ensemble du cycle de vie. On va chercher à remonter le cycle de vie et avoir un niveau de connaissance important. Et chacun va pouvoir contribuer, faire sa part dans cette chaîne de valeur. Et alors, ce qu'on va regarder, c'est un peu en fonction de sa marge de manœuvre, du profil du fournisseur ou de l'élément de la chaîne de valeur. Les opportunités d'éco-conception ne vont pas être les mêmes. Si on répond à un cahier des charges très serré, très strict, en gros, on nous fournit la matière, on nous donne les process, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est travailler sur l'impact environnemental de son site, de son activité, donc la gestion des déchets, l'énergie, etc. Après, si on commence à avoir des possibilités d'intervenir sur la conception des produits, dans la littérature, on a défini 4 niveaux d'éco-conception. Et en fonction de ces niveaux, on verra qu'on peut avoir des résultats différents. Le premier niveau, c'est quand on va faire la même pièce, on va faire le même produit, on va faire le même moteur, le même siège d'avion, etc. Mais on va travailler sur les matières, sur l'approvisionnement des matières ou sur la façon de le fabriquer. Et on va chercher à optimiser tout ça. Intégrer des matières recyclées, du biosourcé, en mettre peut-être un peu moins, etc. Le niveau 2, on va avoir la même fonction du produit, mais on va repartir d'une feuille blanche et on va se donner l'opportunité de reconcevoir le produit. Donc peut-être un endroit où on avait 2 pièces pour faire une fonction, peut-être qu'on pourra faire une seule pièce qui intègre les fonctions et qui sera plus facile à fabriquer, qui mettra moins de matière, etc. Le niveau 3, on va aller chercher des pistes d'innovation, on va aller bousculer un peu plus le produit et on va y intégrer une innovation de rupture ou une nouvelle façon de fournir le service. Donc là, c'est des choses qui peuvent être en complet décalage. Par exemple, je n'ai pas d'exemple dans l'aéronautique, mais on a un exemple qui illustre bien. C'est un fabricant de tablettes de lave-vaisselle qui propose du lave-glace lyophilisé en fait, en tablette. Donc ça vient à l'encontre complètement de l'habitude qu'on a d'acheter du lave-glace dans un bidon de 5 litres, etc. On a une vraie rupture. Et le niveau 4, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où on va complètement changer le modèle économique et la façon d'amener la fonction rendue par le produit jusqu'à l'usager ou l'utilisateur ou l'intégrateur. D'accord, ok, super. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons de faire de l'éco-conception finalement selon ses possibilités et puis selon l'ambition qu'on peut se donner à un moment donné. Super. Je voulais juste rajouter, j'ai beaucoup cité l'outil d'analyse de cycle de vie chez les grands donneurs d'ordre. Il faut se dire qu'on peut faire de l'éco-conception sans faire d'analyse de cycle de vie, mais qu'il faut quand même se méfier parfois des fausses bonnes idées ou des préjugés qu'on peut avoir. Et par exemple, quand le CNES a travaillé sur son lanceur, sur l'analyse de cycle de vie du lanceur, ils se sont rendus compte que toute la phase amont de préparation du lanceur était plus impactante finalement que le lancement lui-même. Oui. Donc, ça peut aller le diagnostic. Le diagnostic est important au début à l'encontre des idées reçues qu'on pourrait avoir. On cherche à bien comprendre où sont les enjeux pour agir là où il est pertinent d'agir et pas là où on pense qu'il est pertinent d'agir. Voilà. Ça marche. Merci. Et Damien, alors du coup, quel serait est-ce que vous pouvez nous décrire le profil type de l'entreprise qui pourrait avoir un bon potentiel pour travailler sur l'éco-conception et quels seraient les facteurs de réussite pour se lancer dans cette démarche? Alors Christophe l'a quand même l'a évoqué en préambule. Je dirais globalement, il a évoqué les sujets, à savoir que globalement, selon aussi l'ambition que l'entreprise veut avoir, les possibilités d'action sont différentes. Il a évoqué les 4 niveaux d'éco-conception. On va se retrouver un petit peu dans ces cadres-là. Évidemment, conjointement à ce constat, l'éco-conception s'adresse effectivement à tout type d'entreprise, que ce soit une petite, une grande ou une moyenne, et n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit où est-ce qu'elle se situe dans la chaîne de valeur. Néanmoins, on a des constats quand même, il y a des études qui ont été menées depuis un certain nombre de temps, et globalement, les entreprises qui vont être le plus intéressantes, je dirais, à travailler qui ont le plus de marge de manœuvre, c'est celles pour lesquelles l'engagement de la direction déjà va être le plus important.
ça va pas forcément être significatif si c'est une action qui va être menée par une personne dans son coin. C'est évidemment que ce soit un projet qui soit porté par la direction. Et évidemment, on va avoir plus de résultats si on a des possibilités de travail sur l'ensemble du cycle de vie, à contrario de pouvoir travailler sur, comme Christophe l'évoquait, seulement un allègement de composants. Ce qui est important quand même pour des entreprises et le profil type, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi travailler sur d'autres marchés, c'est-à-dire de pouvoir se diversifier, capitaliser sur des expertises qu'on a en interne et qui peuvent répondre aussi à des enjeux ou des filières qui peuvent être complémentaires à celles de l'aéronautique. Donc, quand on pense à l'allègement, à des matériaux, au réemploi aussi, un enjeu qui commence à être important, réemploi de pièces et de composants, qui commence à se développer quand même assez fortement aussi dans l'aéronautique, ça peut intéresser d'autres acteurs. On pense à l'automobile, à la mobilité notamment, à l'industrie, je dirais, au sens large. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, la partie réglementaire et contraintes de vérification sont quand même très importantes dans ce secteur-là. Il faut que ça s'intègre dans cette dimension augmentation de la durée de vie. D'accord, super, merci. Donc c'est vrai qu'on vient de voir, donc l'éco-conception, c'est aussi un moyen d'innover, y compris d'aller sur de nouveaux marchés. C'est une information vraiment intéressante. Alors bon, désormais nos auditeurs savent ce qu'est l'éco-conception et ils voient en quoi ça les concerne. Et maintenant, je vais m'adresser à Véronique puis pour voir quels sont les accompagnements financiers qu'il peut y avoir pour les aider lorsqu'ils veulent se lancer sur ces démarches. Alors oui, merci de nous donner la parole. Effectivement, moi, je vais vous parler des différents accompagnements financiers qui existent. Alors, donc des financements importants qui sont en plein développement, notamment via le plan de relance. Oui. Donc l'ADEME va pouvoir nous parler. Petit souci de. Voilà. Donc pardonnez-moi pour ces petites mises au point. Donc effectivement, Eric le disait en début de table ronde, hein, il y a un dispositif d'accompagnement qui est extrêmement important au niveau national, hein, renforcé par le plan de relance. Donc effectivement, l'ADEME a vu ces dispositifs et accompagnements financiers renforcés. Donc au total, hein, on a un peu plus de 2 milliards d'euros sur 7 axes. Donc certains concernent le développement de l'économie circulaire, la décarbonation, la structuration de la filière hydrogène, ça parlera à quelques-uns d'entre vous, mais également l'accompagnement des TPE et des PME avec un budget de 80 millions d'euros et dans lequel on trouve une partie du pack éco-conception. Pourquoi je dis une partie du pack éco-conception? Parce que il y a le pack éco-conception à destination des TPE-PME et il y a également les dispositifs plus classiques de l'ADEME hein, qui sont, comme je le disais, renforcés et qui s'adressent aussi aux grandes entreprises, aux grandes entreprises, hein, puisque l'éco-conception concerne tous les acteurs. Et donc, on a un dispositif pack éco-conception qui va du travail en amont, hein, de la recherche, dont on parlera peut-être peu aujourd'hui parce que voilà, mais ça, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On a un appel à projet qui est encore opérant jusqu'au 8 avril pour accompagner la recherche et développement et qui s'appelle Perfecto, qui cible spécifiquement donc l'éco-conception. Et puis, il y a un dispositif plus opérationnel qui s'appelle Tremplin, qui lui s'adresse spécifiquement aux PME et aux TPE, qui a pour objectif de faire mettre le pied à l'étrier aux entreprises et qui a un volet plus spécifique, puisqu'il y a 70 actions possibles qui sont de type guichet et assez simples à mettre en œuvre et à déclencher. Donc, il y a un domaine plus particulier qui est lié à l'éco-conception, aux labellisations. Donc, on peut par ce dispositif se faire aider sur des premiers pas en éco-conception, sur de l'affichage environnemental. Quand je disais les premiers pas, c'est la mise en œuvre de l'ISO 14001 dont parlait Marie tout à l'heure. C'est également la mise en œuvre de l'écolabel européen dans certains cas de figure et l'accompagnement à la labellisation du numérique responsable. Donc voilà quelques possibilités, mais ça c'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier. Et le pack éco-conception a aussi pour objectif d'accompagner des études et ce jusqu'en
fin 2022 et des Et il est bien ouvert investissements. pour les, ouais. Et il est bien Pardon? ouvert pour les grands groupes. Il est Et bien ouvert voilà. pour les grands Et groupes. là, C'est important de le cette dire parce que c'est partie-là, pas, voilà, les c'est études et les pas- investissements ciblent l'ensemble des tailles d'entreprise et tous oui. secteurs confondus. Donc, on a à la fois des possibilités d'accompagnement au diagnostic, donc le diagnostic qui permet de faire l'état des lieux, et on voyait bien l'importance de faire un diagnostic préalable pour se lancer dans ce type de démarche. Et puis l'étude de la mise en œuvre qui, elle, lui permettra d'aller jusqu'à vraiment identifier la faisabilité de l'action et enfin, possibilité de soutenir des investissements en matière d'éco-conception. Et j'insiste sur un point particulier, c'est que dans le dispositif études, que ce soit le diagnostic ou les études de mise en œuvre, la possibilité de prendre en charge des dépenses internes qui sont souvent Ouais. un frein aussi au sein d'une entreprise pour à la fois trouver du temps, mobiliser du temps sur ces sujets-là et également pour aider à s'approprier encore plus ces concepts. Voilà, une fois que vous aurez été accompagné, eh bien pouvoir continuer dans votre lancée. Super. Voilà, je pense que j'ai fait Donc, le tour du dispositif. très intéressant. Donc, des dispositifs vraiment incitatifs qui sont ouverts à toutes les entreprises avec des taux d'aide vraiment très significatifs. Et comme tu l'as dit, Véronique, aussi la spécificité, hein, c'est assez rare de pouvoir financer aussi les dépenses internes pour justifier de la mobilisation de toute l'entreprise sur ce au-delà des aspects financiers, parce que c'est vraiment important pour lancer la démarche et très incitatif. Est-ce qu'il y a aussi sur les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie un accompagnement technique qui est prévu? Alors oui, effectivement. Alors pour ce qui concerne, je vais donner la parole à Marie. En Occitanie, on a donc, elle l'a évoqué tout à l'heure, hein, il y a un programme d'accompagnement et ce programme d'accompagnement qu'on a co-construit avec le conseil régional et l'éco-organisme Val-d'Elia. Donc un des éco-organismes très engagés sur les sujets de l'éco-conception. Ça ne concerne pas tout à fait le secteur de l'aéronautique, mais il y avait une vraie volonté de mettre en place un programme d'accompagnement et de soutien. C'est à la fois du temps passé, de l'ingénierie auprès des entreprises, mais également permettant de déclencher les dispositifs de financement, tant du côté de l'ADEME que du côté de la région. Donc Marie, peut-être en dire quelques mots de ce dispositif. Tu as déjà dit une bonne partie, en effet. C'est exactement ce que tu viens de dire. L'objectif de ce programme, c'est vraiment d'aider les entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille également à avancer sur leurs projets d'éco-conception, peu importe où elles en sont aujourd'hui. Donc, ça peut être des phases de sensibilisation. Pour celles qui sont déjà sensibilisées, on va aller plus loin en parlant déjà de premiers diagnostic initial de leur potentiel pour éco-concevoir sur un produit en particulier, qu'est-ce qui pourrait être mis en place ou pas, ou qu'est-ce qui est déjà mis en place. Pour celles qui ont déjà fait cet état des lieux, on peut encore aller plus loin en leur permettant d'avoir accès à une journée de montée en compétences, une journée de conseil en interne pour lever un frein technique, un frein en particulier. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'initier la démarche ou de lever un frein à un moment donné dans votre démarche pour permettre d'avancer, sachant que derrière, en effet, avec les partenariats de Val-d'Elia, de l'ADEME et de la région, l'idée, c'est aussi de vous permettre d'accéder plus facilement en vous assistant, en vous aidant à ce moment-là, dans l'accès au financement de l'ADEME et de la région qui existe en Occitanie. Ça marche, merci. Alors, idem côté Nouvelle-Aquitaine, il y a des dispositifs donc cofinancés par l'ADEME et la région. Donc, je vous laisse la parole pour les présenter, Damien et Christophe. Eh ben, alors Damien, alors nous on anime une démarche régionale qui s'appelle BICOM, qui alterne des phases collectives et individuelles en lien avec la région, l'ADEME et la CCI. Et globalement, on va organiser un second groupe d'accompagnement, alors avec des modalités un petit peu, je pense, similaires à ce qui est mis en œuvre en Occitanie, mais pour la fin d'année 2021, enfin second semestre 2021. Et globalement, on a à disposition les outils que le pôle éco-conception, qui sont très performants, met à disposition en termes de diagnostic et de formation, donc qui sont ouverts à toutes les entreprises du territoire. Ça marche, merci. Christophe? Oui, alors on est tous dans le même mood, hein, dans le même schéma, dispositif, ouais. le même schéma.
Donc nous aussi, on réalise des interventions initiales pour aider les entreprises de façon individuelle à se positionner et à voir l'intérêt, à comprendre l'intérêt de l'éco-conception et les premiers niveaux d'action. C'est ce qu'on appelle les pré-diagnostics éco-conception, qu'on réalise depuis 2007, avec l'appui de l'ADEME et du Conseil régional, ce qui fait que c'est un service qui est totalement pris en charge pour les entreprises. Voilà. Ensuite, il y a en complément de ça différents dispositifs qui peuvent aider à renforcer l'information ou le transfert de l'échange entre les entreprises. On a au niveau régional, au niveau Nouvelle-Aquitaine, des fiches de retour d'expérience, que ce soit par les réseaux d'économie circulaire ou sur différents sites internet. On organise régulièrement des colloques ou des endroits où les entreprises peuvent se rencontrer et échanger avec leurs pairs. Et puis derrière ça, on peut aussi passer du temps et investir du temps pour aider les entreprises à passer à l'action de façon très concrète et à mettre en œuvre les projets. Très bien, super, merci. On se positionne en facilitateur en fait. Ouais, voilà. Je comprends. C'est un message pour les entreprises. Ne restez pas avec des questions en l'air à perdre du temps et se dire je ne sais pas comment faire. On est différents relais pour vous aider à lever ces freins, à répondre à vos questions, à gagner du temps et avancer le plus vite possible dans cette démarche. Parce qu'il faut bien comprendre que on parle du secteur aéro et spatial aujourd'hui, mais tous les secteurs se posent des questions, tous les secteurs avancent, la société avance là-dedans. Et on est vraiment dans une période où il faut y aller, quoi. Super, merci, ça donne envie. Et du coup, ce qu'on a prévu, c'est que suite à ce webinaire, on enverra à toutes les personnes qui sont inscrites, bon, non seulement le replay, si vous souhaitez diffuser auprès de personnes que vous connaissez et qui seraient intéressées, mais on vous enverra aussi un petit kit dans lequel il y aura vos contacts, Marie, Christophe et Damien, pour que les entreprises puissent directement aller vous voir et que vous puissiez faire ce rôle de conseil et de facilitateur dans les démarches. On vous enverra aussi les documents de Véronique et de Laurent de l'ADEME sur tous les dispositifs financiers qui existent. Et bon, ça, comme je l'ai dit en introduction, c'est une première étape, ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour construire ensemble quelque chose. On vous enverra aussi un questionnaire pour mieux comprendre vos besoins et essayer de mettre en place un dispositif qui renforcera cette démarche. On peut passer aux questions, si vous voulez bien. Donc il y en a déjà quelques-unes qui sont postées et on pourra en avoir d'autres. On a un quart d'heure pour faire cet échange-là. Il y aurait une première question qui concerne quelle implication en interne cela suppose. On a parlé tout à l'heure avec Véronique, il va y avoir des financements, y compris pour les dépenses internes de personnel. Et du coup, quel doit être le degré d'implication de l'entreprise lorsqu'elle se lance dans une démarche? Donc la question est ouverte. Si l'un de vous et répondre. Je veux bien y répondre si tu veux. Ouais. On est nombreux, allez. Ouais, ça fait le lien un peu avec ce que j'expliquais dans les 4 niveaux d'éco-conception. L'implication en interne, elle va dépendre de l'ambition de l'entreprise et de sa possibilité d'intervenir sur la conception des produits. On réalise bien que si on intervient juste, c'est pas péjoratif, hein, mais si on garde la même architecture produit et on intervient sur les matières, on en met un petit peu moins, etc. Ça va plutôt rester au niveau bureau d'études dans l'entreprise. Si on va vers le 4e niveau en cherchant de l'innovation de rupture, etc., il y aura probablement tous les services de l'entreprise qui vont être impliqués, ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur les démarches d'éco-conception. Hein. On va aller chercher les achats, le marketing, la direction bien sûr, c'est une démarche d'entreprise au global, mais ça peut aussi aller chercher des compétences externes ou des ressources externes parce que ça va impliquer d'autres choses que ce que maîtrise l'entreprise en elle-même. Ça peut être travailler avec les donneurs d'ordre, l'intégration, etc. Mais en tout cas, c'est une démarche qui doit être partagée dans l'entreprise. Sinon, ça ne marche pas, c'est sûr. Oui, il faut se mobiliser, ça marche. Ouais. Alors, j'ai une autre question qui concerne Damien, puis un petit peu Véronique aussi sur le volet financement. On a parlé de l'éco-conception en prenant des exemples plutôt sur l'éco-conception industrielle et sur des objets physiques, des produits. On l'a mentionné aussi rapidement, il y a toute l'éco-conception du numérique qui est importante vu l'impact que peut avoir ce secteur-là. Donc c'était une question, je pense, finalement, est-ce que vous pouvez commenter un petit peu l'impact du numérique et les moyens à disposition?
Alors, effectivement, alors le numérique constitue c'est un petit peu ce que Marie a présenté aussi en introduction. Ça peut être un des outils qui permettent de réduire l'impact environnemental d'un secteur, à savoir qu'effectivement, si on numérise ou on développe des produits par le biais du numérique, ça va permettre d'économiser, je dirais, toutes les étapes de pré-série, de R&D globalement, et de valider les pièces avant d'avoir à les fabriquer, donc d'avoir des étapes de transformation de matière, de consommation énergétique, de production Oui, de déchets. Néanmoins, il faut faire attention à ce qu'on disait, la partie effet rebond, qui peuvent être associés à l'utilisation du numérique dans d'autres secteurs, effectivement, qui se développent de plus en plus dans le secteur de l'aéronautique. Alors, il y a des démarches qui existent dans le sujet et qui sont assez bien documentées. Green IT, par exemple, a publié pas mal d'actions dans ce secteur d'éco-conception associées au numérique, donc qui peut s'employer dans notre cas. ça marche. Alors, je peux compléter en disant que dans les dispositifs qui sont aujourd'hui opérants, dans la même structure que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire accompagnement d'études et d'investissement, le numérique est ciblé également. Vous retrouvez des informations sur les lignes directrices qui permettent d'accompagner des projets sur le numérique. Et donc là, on cible vraiment les services et les produits. Et je vais compléter en illustrant avec une opération une entreprise qui accompagne Marie sur un dispositif médical qui contient une partie informatique et en fait toute la partie service numérique avait fait l'objet d'une éco-conception au préalable. L'entreprise s'était déjà engagée dans une opération collective qu'on avait menée en partenariat d'ailleurs, et je le cite parce que les partenaires CCI sont importants, avec la CCI de l'Hérault, une opération collective qui s'appelle Green Concept, qui porte sur Ouais, l'éco-conception de services numériques. Et donc, super. à l'occasion de l'accompagnement effectué par Marie, eh ben, l'entreprise a fait appel à une de ces entreprises qui avait été accompagnée, donc qui est déjà dans ces dynamiques-là. D'accord. Donc, vous voyez que là, il y a cet effet rebond qui, normalement, devrait être évité. D'accord, super, un petit rebond positif. Alors une question aussi pour Marie maintenant sur alors l'idée comment définir une performance environnementale. Alors je lis deux questions en une. Comment définir la performance environnementale, et une autre question, est-ce qu'on est obligé de faire une analyse de cycle de vie, une ACV, quand on veut faire de l'éco-conception? Alors, je vais commencer par répondre à la première sur la performance environnementale. C'est vrai que j'ai parlé de performance environnementale et pas seulement d'impact environnemental. Le principe de parler de performance environnementale, ça va englober un autre aspect du produit qui est sa fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire l'impact environnemental du produit, c'est ce qu'on veut, mais pour un certain degré de fonctionnalité, pour une certaine fonctionnalité, pour une certaine qualité du produit. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même plan, on va faire du coup des compromis sur à la fois ce à quoi sert le produit, quelle est sa fonction aujourd'hui, quelles sont les attentes des consommateurs là-dessus, et d'autre part, comment on peut rendre cette fonction, comment on peut répondre à ces attentes en ayant un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Donc, il ne s'agit pas de faire un produit à faible impact qui ne correspond pas aux besoins derrière. D'où cette performance environnementale qui combine la performance fonctionnelle et la limitation de l'impact environnemental avec un certain niveau de performance conservé. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, Oui. c'est est-ce qu'il est obligatoire de faire une analyse de cycle de vie? Non, il n'est absolument pas obligatoire de faire une analyse de cycle de vie, et Christophe l'a d'ailleurs mentionné tout à l'heure à juste titre. L'analyse de cycle de vie, c'est l'outil le plus précis, le plus performant aujourd'hui pour connaître l'impact environnemental d'un produit, mais c'est aussi le plus long à mettre en œuvre et le plus cher à mettre en œuvre derrière. Ça nous permet d'avoir une vision très précise de l'impact environnemental d'un produit aujourd'hui, alors c'est capital d'avoir la vision sur l'impact environnemental. On l'a vu dans la démarche, ça fait partie des étapes importantes. Par contre, il n'est pas, pour certaines entreprises, pour certains produits, dans certains contextes, il n'est pas obligatoire d'avoir une vision aussi précise de l'impact environnemental à l'instant T du produit pour pouvoir déjà savoir où sont les grands impacts et pour pouvoir savoir du coup où travailler pour réduire l'impact globalement. C'est absolument pas une obligation, et plein d'entreprises peuvent s'en sortir et faire des projets très performants, très intéressants sans utiliser cet outil-là. Merci de la précision.
Eric, si je peux amener un petit complément là-dessus. On a la chance, à travers les outils qui sont proposés par l'ADEME, de bénéficier d'outils d'analyse de cycle de vie qui sont gratuits en France, notamment sur une plateforme qui s'appelle Base Impact. Alors, la base de données n'est pas parfaite, elle a encore plein de choses à développer, mais il y a quand même plusieurs milliers de données dedans et il y a de quoi s'amuser et faire des simulations en étant formé simplement devant son ordinateur, sans mettre des budgets démesurés là-dessus et de pouvoir avancer avec ça. Ouais. Et je complète juste en disant que l'ADEME accompagne aussi le développement de méthodologies qui permettent d'avoir parfois, comme disait Marie, les analyses de cycle de vie sont compliquées, sont longues à faire, pas forcément utile de les faire aussi précises. Et donc, il est intéressant aussi de réfléchir sur les façons de faire, les méthodes, et qui permettent d'ailleurs de nourrir les bases de données derrière. Enfin, sur ce sujet-là aussi, c'est vrai qu'il y a des outils dans le secteur de l'aéronautique qui sont, je dirais, en avance aussi. SolidWorks intègre des modules justement qui permettent d'évaluer l'impact environnemental, alors des matériaux, des procédés de transformation, et aussi d'avoir une prise en compte, je dirais, de la conception pour la fin de vie des composants, et qui est un axe important aussi quand on parle d'éco-conception. On n'est pas nécessairement besoin de chiffrer tout le temps tout. Au niveau environnemental, il peut y avoir des outils intermédiaires qui peuvent être utilisés. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites là parce que ça rejoint une autre question où quelqu'un demandait comment sont évalués les modèles d'éco-conception et d'analyse des cycles de vie, et notamment ça soulève la question de la précision de la mesure d'impact, et la personne citait comment connaître l'impact exact de l'extraction d'une terre rare en Chine. Donc ça renvoie à la question d'approximation et de la méthodologie d'éco-conception qui fonctionne dans l'approximation. Je ne sais pas si Christophe, peut-être tu veux commenter là-dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de… Oui, mais alors ce sera jamais précis comme on peut l'attendre d'une opération mathématique, mais qu'est-ce qui est précis dans l'entreprise? Quand on fait une étude marketing, c'est jamais précis non plus. On a des inconnus. On a de moins en moins d'inconnus là-dessus parce qu'on renforce les bases de données, on renforce les méthodes. Oui. Et la CV, il faut le considérer comme une aide à la décision et pas comme la vérité absolue. Voilà, c'est un élément qui va permettre d'augmenter la démarche, de décider, mais on ne doit pas avoir que ça dans l'entreprise pour décider. Oui, ça marche. Tout à fait. Je rejoins, je voulais juste rajouter un point là-dessus. Tu parlais de l'exemple de comment connaître exactement l'impact de l'extraction d'une terre rare en Chine. La question, c'est aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître l'extraction exacte d'une terre rare en Chine, alors que voilà, on peut avoir peut-être quelque chose de plus global qui permette d'avoir des décisions déjà intéressantes. Alors, une question qui est un peu liée aussi, qui vient d'arriver, c'est comment introduire les produits spécifiques des entreprises du secteur dans les bases de données dont vous venez de parler tout à l'heure. C'est un travail, les bases de données publiques, si on veut intégrer dedans, si on veut intégrer des données, c'est un travail qu'il faut faire auprès de l'ADEME pour notamment gestionnaire de base impact, pour que ce soit intégré. Et après, il y a une base de données nationale EcoInvent qui regroupe un peu énormément de données d'analyse de cycle de vie, et on peut se rapprocher d'eux pour pouvoir faire intégrer ces données. Voilà. Mais un truc tout simple aussi, si vous avez développé une donnée sur un de vos produits, vous pouvez la mettre à disposition sur votre site internet. Voilà. Et les bureaux d'études qui font des analyses de cycle de vie, ensuite ils peuvent aller piocher ces données, les intégrer, qui fassent de l'ACV ou du bilan carbone. Ils sont très contents d'aller trouver une donnée spécifique sur une pièce de l'aéronautique, un siège, un fuselage, etc. Et puis de les intégrer de façon plus précise dans les outils. Les outils d'ACV, en fait, c'est qu'une interface dans laquelle on va rentrer des bases de données diverses, souvent de plusieurs sources. Et donc, si vous voulez fournir des données, c'est ouvert et avec grand plaisir. Ça marche. Un commentaire, Marie, ou sur cette question? C'était globalement les mêmes éléments de réponse. Il y avait juste une précision que je voulais apporter, c'est que globalement, déjà, des bases de données comme EcoInvent, dont a parlé Christophe, sont assez complètes, même voire très complètes sur toute la partie électronique et mécanique qui va être intéressante dans cette industrie. Ouais. Alors ça donne l'idée, on va voir, on va le construire petit à petit avec vous, les acteurs de la filière. Ça donne l'idée de voir aussi, d'examiner si l'éco-conception prend de l'ampleur collectivement dans la filière. Est-ce qu'il va y avoir des besoins un peu spécifiques en données qui pourraient être mutualisées, qui pourraient être communes?
ça pourrait être aussi quelque chose qu'on peut construire sur le long terme s'il y avait ces besoins qui apparaissaient, notamment avec l'ADEME. Alors, on arrive presque à la fin. Eric, Oui. si je peux faire juste un petit parallèle avec le bâtiment. Vas-y. Aujourd'hui, avec Oui. la nouvelle réglementation thermique qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, pour les bâtiments assez importants, on est obligé de faire une analyse de cycle de vie de l'ensemble du bâtiment. Ça veut dire que tous les éléments constitutifs d'un bâtiment bénéficient d'une donnée environnementale, type donnée d'inventaire de cycle de vie, pour faire une analyse derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle des FDES. Il y a une plateforme nationale sur laquelle toutes ces fiches sont produites. Imaginons que pour l'aéronautique, ce soit la même chose dans quelques années. On sera en mesure de faire l'ACV d'un avion, d'une pièce, d'un satellite, etc. Il faut que l'ensemble de la filière fournisse le maximum de données et participe à tout ça. Oui, et on imagine une fois que ça se met en place, il y a beaucoup de choses à mettre en commun à ce moment-là. Alors on arrive presque à la fin. Je vais prendre une dernière question qui nous dit que l'EASA veut mettre en place un écolabel sur les LCA. Est-ce qu'on a déjà tissé des liens? Alors la réponse est non pour l'instant, parce qu'on en est au début. Donc, mais je vous remercie pour cette info que moi j'avais pas et qu'on utilisera pour continuer à travailler sur le sujet. Mais ça me fait penser à la notion plus globalement d'écolabel et comment valoriser une démarche d'éco-conception, notamment par les labels. Je sais pas s'il y a un volontaire sur cette dernière question. Moi, je peux en dire 3 mots, mais pas forcément sur les labels. Enfin, il y a plusieurs façons de communiquer de son impact environnemental, en fait, et il y a des normes qui réglementent ça. C'est la série des normes ISO 14020. La norme ISO 14020 définit des principes globaux de communication à respecter, et en dessous, on a différents types de communication environnementale qui viennent s'y ajouter. Donc, en effet, les labels et même les écolabels sont un type de communication environnementale. On va aussi parler d'éco-profil. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous de la filière. On va aussi parler d'autodéclaration et aussi d'affichage environnemental. Ces 4 grands types de communication. Pour ces 4 grands types, des normes existent pour vous guider dans la mise en place de cette communication. Et en complément de tout ça, au pôle éco-conception, on a beaucoup travaillé ces 3 dernières années sur justement comment aider les entreprises dans le fait de savoir communiquer ces performances environnementales sans tomber dans le greenwashing, sans tomber dans les pièges qui font que derrière, on a une perte de confiance de la part de certains consommateurs dans certains domaines. Et c'est vraiment un travail qui est très important à faire parce que c'est ce qui va aussi permettre de valoriser le produit, de le faire s'inscrire sur le marché et de derrière pouvoir avoir un résultat intéressant pour l'entreprise. Donc c'est vraiment des questions qu'on a traitées qui sont très importantes. Et si je peux amener un éclairage complémentaire en 30 secondes, dans le transport de personnes ou de biens, on a aussi l'obligation d'afficher la quantité de CO2 qui est émise par cette opération de transport. Donc ça va remonter ça toute la chaîne. Et aujourd'hui, la tendance de fond qui est amenée par les réglementations comme la loi AGEC par exemple, ou d'autres choses, c'est l'information du consommateur et l'information de l'usager. Donc, on a de plus en plus des choses qui vont se développer dans ce domaine, un étiquetage ou une information de la performance par le service qui est rendu, service de transport. Donc, tout ça, ça remonte la chaîne toujours, quoi. Oui. Merci. Bon, mais ça va être, c'est l'heure. Hein. On a passé 1 heure qui est passée très vite et je vous en remercie beaucoup. Je pense que nos auditeurs ont pu mieux cerner ce qu'est l'éco-conception et puis comment commencer à agir. Donc, nous vous enverrons à tous le questionnaire et puis les documents qui vous permettront de prendre contact avec nos intervenants pour la suite. N'hésitez pas à revenir aussi vers moi, donc Eric Ward du pôle Aerospace Valley, pour la suite, pour envisager quel type d'opération on pourrait mener pour vous accompagner sur ces démarches. Bon, merci à tous, merci à tout le monde d'avoir assisté et un grand merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Et bonne journée. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup.